Nous allons maintenant passer à l'onglet User et on va faire la même chose que ce qu'on vient de faire là, mais on va le faire sur un autre onglet. Ici, nous avons les réglages UI, c'est User Interface, hein, l'interface des utilisateurs. Donc ça, c'est ce qui concerne ce qu'on voit à l'écran. Donc vous voyez ici que ma langue, c'est l'anglais, mais il y en a plein d'autres. Vous pouvez lui demander de recharger le dernier projet dans lequel vous avez travaillé au démarrage. On l'a vu depuis tout à l'heure, je vous dis, quand on ouvre le Resolve, on arrive dans le gestionnaire de projet. Eh bien, on peut lui demander ici de ne pas entrer dans le gestionnaire de projet, mais d'entrer directement dans le dernier projet sur lequel on a travaillé. Voilà. Ici, il nous propose de nous montrer des focus, des indicateurs de focus dans l'interface utilisateur. Hein. Donc, vous voyez si ça vous intéresse, hein, d'avoir des choses qui mettent le focus sur ce que vous êtes en train de faire. Ici, utiliser un background gris. Dans l'interface utilisateur, vous voyez, hein, c'est ce que moi j'ai ici. Un background gris dans les viewers, hein, dans les visualiseurs. Recadrer l'image dans les visualiseurs avec des pixels carrés. C'est le cas chez moi. Je vous invite à tester, à cocher, décocher. Ajouter un délai dans l'affichage des visualiseurs. Sortir un champ unique quand on est en pause. Hein, voilà. Arrêter le playback lorsque un saut d'image est détecté. Parfois, notre station de travail peut avoir des lenteurs lorsqu'on travaille fort, qu'on lui met plein d'effets ou avec des images très lourdes. Et donc, en fait, il peut avoir des drop frames. Il saute des images. Et voilà, vous pouvez lui demander d'arrêter le playback, d'arrêter la lecture lorsqu'en fait, il a détecté une image qui a sauté. Moi, je ne le fais pas parce que du coup, ça permet quand même de continuer à travailler même si on a des images qui sautent un peu. Arrêter le rendu lorsque une frame c'est une image, hein, ou un clip ne peut pas être travaillé. Voilà, processed, hein, c'est-à-dire on lui demande de travailler, de faire quelque chose sur une image ou sur un clip, et on lui dit d'arrêter le rendu si jamais il y a un problème. Moi, j'ai cette coche-là. Je vous avoue, ça fait des années maintenant que je travaille sur le Resolve, ça ne m'est jamais arrivé à moi. Mais je vois plein d'endroits où ça arrive à certains, et donc c'est intéressant de lui dire stop, arrête le rendu lorsque tu n'arrives pas à travailler sur un clip ou une image, parce que ça nous permet de savoir sur quelle image ou sur quel clip, et justement, il a coincé. Ici, c'est montrer l'ombre de la tête de lecture. Donc là, voilà, si vous cochez ça, vous allez avoir une petite ombre sur la tête de lecture d'une image. Vous allez avoir une ombre d'une image sur la tête de lecture dans la timeline, ce qui vous permet de savoir où commence l'image et où elle se termine et où commence l'image suivante. Une timeline scrolling en 2D, voilà, ça porte le nom que ça porte. Hein, voilà, scrolling, hein, c'est voilà, quand on scrolle, quand on bouge de gauche à droite. Et puis ici, c'est comment on va trier, dans quel ordre on va trier ces timelines, hein, donc par ordre alphabétique, par date de création ou par utilisation récente. Très intéressant. Très très intéressant. Les live save et les sauvegardes et les recharges de projets. Alors, le premier, c'est est-ce qu'on charge toutes les timelines ou pas à l'ouverture d'un projet. Faites le choix que vous voulez, mais quand on a des projets avec 10, 20, 30, 50 timelines, on n'a peut-être pas envie qu'il les charge toutes et on va aller lui demander de charger celle sur laquelle on va cliquer au moment où on va cliquer. Franchement, quand le Resolve tourne bien, sur une machine qui a suffisamment de puissance, lorsqu'on clique sur une timeline, elle s'ouvre quasi automatiquement. Donc voilà, vous choisissez, hein, mais moi j'ai choisi de ne pas charger toutes les timelines à l'ouverture d'un projet. Et ça c'est crucial. Voilà, ça, moi je vous invite à vraiment les cocher. Je crois que le live save, il n'est pas coché par défaut. Regardez bien parce que ça, c'est hyper important. Live save, hein, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire on sauvegarde en direct. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites quelque chose dans le Resolve, il va vous faire une petite sauvegarde. Ce qui fait que lorsqu'il crache, eh bien en fait, quand vous allez le rouvrir, sauf s'il recrache automatiquement tout de suite, si vous avez un plugin qui le fait cracher à chaque fois, mais en tout cas, lorsqu'il a un problème et qu'il peut cracher, lorsque vous allez le rouvrir, il va se rouvrir sur la dernière sauvegarde qui peut avoir eu lieu, genre il y a 10 secondes, quoi. Alors que si vous ne le faites pas en live, il ne va vous sauvegarder votre travail qu'à partir du moment où vous allez cliquer sur sauvegarder. Si vous sauvegardez au bout de 5 heures parce que vous avez oublié de le faire et que votre Resolve crash, vous avez perdu 5 heures de travail. Voilà, c'est aussi simple que ça. Les backups aussi, les sauvegardes des projets, hein, donc je vous invite aussi à les cocher, vous verrez à quoi ça sert, que lorsqu'on va gérer nos projets ici, lorsqu'on va cliquer sur nos projets, on va pouvoir aller retrouver nos sauvegardes de projets. Et pareil pour les timelines, donc on lui demande de sauvegarder les projets et les timelines, ça ne coûte rien de cliquer sur ces coches, d'activer ces options, et ça nous sauve beaucoup de choses. Ici, on lui dit de faire une sauvegarde toutes les 5 minutes, de garder des sauvegardes horaires par heure pour les 4 dernières heures
et de garder des sauvegardes de jours pour les 8 derniers jours. Vous choisissez ce que vous préférez, vous pouvez lui dire de faire des sauvegardes toutes les minutes, vous pouvez lui dire de garder les sauvegardes qu'on fait chaque heure pour les 8, 10, 12 dernières heures, vous pouvez lui dire de garder les plus que 8 jours, c'est à vous de choisir. Et puis, très important, vous allez lui dire à quel endroit vous voulez sauvegarder vos projets. Moi, mes projets, ils sont sur mon disque où j'ai ma database, puisque c'est elle que je vais sauvegarder régulièrement, et donc sauvegarder et protéger l'intégralité de mes projets et de mes timelines. Cet onglet-là, User, Project Save and Load, il est fondamental. Ensuite, nous allons aller sur nos options pour la page Edit, pour l'editing, la page de montage au sens propre. Ici, les réglages pour des nouvelles timelines, avec un timecode qui commence à 1 heure par défaut dans le Resolve. Souvent, dans les logiciels de montage grand public, on commence à 0. Le Resolve, lui, il commence à 1 heure parce que dans l'industrie du cinéma, on commence à 1 heure parce que avant, il y a les bandes annonces, il y a les pubs, etc. Et donc en fait, voilà, il commence à 1 heure. Vous pouvez choisir, vous, de le passer à 0 si vous le souhaitez. Vous venez ici, vous corrigez, vous mettez 0 et il repasserait à 0. Moi, j'ai laissé ça par défaut. Ici, vous choisissez déjà, mais vous verrez, on peut, comme je l'ai expliqué, dans le Resolve, on peut faire les choses de manière différente. Donc les réglages de la timeline, vous les retrouverez lorsque vous allez créer une nouvelle timeline. Mais là, ce sont des réglages par défaut. Donc en fait, il va vous proposer ce que vous allez régler ici. Donc ici, vous allez lui dire le nombre de tracks vidéo, de lignes de vidéo que vous voulez quand vous créez une nouvelle timeline. Là aussi, vous pouvez augmenter, voilà, ou baisser. Et le nombre de pistes, voilà, track, je disais track, les pistes. Et le nombre de pistes audio, pareil, vous allez pouvoir monter le nombre de pistes. Et puis le type de piste audio, c'est-à-dire que par défaut, il va vous proposer du stéréo, mais vous allez pouvoir lui mettre du mono, du 5.1, et on peut aller bien loin, puisqu'on peut aller jusqu'en Dolby Atmos 9.1.6, quand même, on est dans quelque chose d'assez costaud. À quoi ça sert ? Ça sert que si vous faites par exemple beaucoup d'interviews, ne serait-ce que pendant 1 mois ou pendant 6 mois, et vous allez monter quelque chose, vous allez avoir beaucoup d'interviews avec 2 protagonistes, et vous allez pouvoir lui dire, moi je voudrais que toutes mes timelines commencent avec 2 pistes, voire 3 pistes vidéo, une globale, une pour chacun de mes personnages, et puis avec 2 pistes audio parce que j'ai le personnage de gauche et le personnage de droite, et que comme ils sont enregistrés tous les deux par des micros mono, je veux que mes pistes soient de type mono, et comme ça, à chaque fois que vous allez commencer une timeline, vous êtes prêt pour travailler sur votre interview. Les smart beans, les beans ou les chutiers intelligents, on verra ça très vite dans la page média, qui va être une des pages qu'on va ouvrir en premier dans le Resolve. L'idée, c'est de dire, je veux une smart bean, une bean intelligente ou un chutier intelligent pour mes timelines. Lorsque vous allez être dans une smart bean, lorsque vous allez voir vos chutiers, on le verra plus tard, tout ce qui est timeline, vous allez les retrouver dans ce chutier. Automatiquement, quand vous allez créer une timeline, vous allez la mettre dans un chutier classique et elle va automatiquement aller se mettre dans un chutier smart, dans un chutier intelligent. La même chose, une smart bean automatique pour les mots-clés. Là, c'est lorsqu'on va vouloir faire du classement, on le verra aussi. Une smart bean automatique pour les collections, une smart bean automatique pour les personnes, parce que vous allez voir qu'on va pouvoir lui dire, alors c'est réservé à la version studio, je crois, à la reconnaissance de personnes, mais on va pouvoir lui dire, voilà, cette personne-là, c'est Monsieur X, et il va vous le reconnaître et le mettre automatiquement vos clips dans une smart bean automatique. Ici, une smart bean automatique pour les métadonnées du shot, de l'angle, ou en tout cas, on va lui donner des infos dans les métadonnées. Vous allez voir les métadonnées, on va les voir là juste après. Donc vous allez voir, il va vous créer une smart bean, et puis ici, une smart bean pour les scènes. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, des réglages généraux. Un générateur, lorsqu'on va créer un générateur, c'est un effet, un fond par exemple, un background ou une image de couleur, ou vous allez voir, on en a plein des générateurs, il va y en avoir plein. Donc par défaut, lorsqu'on va le prendre du chutier, du media pool, et qu'on va le déposer sur la timeline, il va durer 5 secondes chez moi. Vous pouvez le faire durer plus, moins, quelques images, ou en images ou en secondes, donc ça sera à vous de choisir. Les transitions standards, chez moi elles durent 1 seconde, vous allez pouvoir décider qu'une transition elle va pouvoir durer 2 secondes, 5 secondes, ou uniquement 20 images. Les styles, là ici par contre, les styles ce sont pas les styles dont on a parlé jusqu'à maintenant dans la page color, ce sont les photos, les images en PNG ou en JPEG, pareil elles vont durer 5 secondes chez moi. J'ai fait ce réglage là pour qu'elles soient la même durée qu'un générateur, donc quand je vais prendre quelque chose de mon chutier et que je vais aller le poser sur ma timeline, par défaut il va durer 5 secondes. Le pré-roll et le post-roll, vous allez voir,
à certains moments dans la timeline, on peut lui demander de ne lire qu'autour de notre tête de lecture. Donc on va lui dire la tête de lecture elle est là, je veux lire autour de ma tête de lecture, avant et après. Et bien c'est ici qu'on va pouvoir régler le pré-roll, donc combien de temps avant il remonte pour lire, jusque quand il lit avant de s'arrêter. Et moi j'ai 2 secondes avant, 2 secondes après. À vous de le choisir. Les sous-frames en audio, les sous-images en audio, elles vont pouvoir aller jusqu'à 5 millisecondes, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà de l'image. En vidéo, on ne peut pas couper à une demi-image, donc on va pouvoir travailler que à l'image près pour l'image. Par contre, pour l'audio, on va pouvoir aller beaucoup plus loin pour pouvoir travailler vraiment juste sur un tout petit pic de fréquence, et là, nous, on va être jusqu'à 5 millisecondes. Les handles, c'est ce qu'on appelle les poignées, c'est ce qu'on a avant un clip dans la timeline et après un clip dans la timeline. Vous verrez ça lorsqu'on va vouloir mettre des transitions. Imaginons que vous avez un clip qui dure 10 secondes et que vous mettez de la seconde 2 à la seconde 6 dans votre timeline, ben vous avez des poignées. De la seconde 0 à la seconde 2, vous avez 2 secondes de poignée, et de la seconde 6 après la seconde 6, donc de la seconde 7 à la seconde 10, sur mon exemple, ben vous avez 3 secondes de poignée. Voilà, c'est ça qu'on appelle les poignées, les handles. Et donc en fait, là, ici, ça servira si on veut exporter tous nos clips utilisés dans notre timeline avec un petit peu de poignée de chaque côté. Lorsqu'on veut envoyer ça, par exemple, à un coloriste ou à un autre monteur, on va lui dire, ben voilà, je t'envoie uniquement les clips que j'ai utilisés et avec des poignées. Cette personne-là, moi je travaille dans des timelines qui sont en 25 images secondes, et donc si je fais ça, eh bien, j'envoie à chaque fois 1 seconde de travail où on peut récupérer 1 seconde avant et 1 seconde après de clip. Pas plus, pas moins, puisque j'ai pas exporté la totalité du clip. Default Fast Nudge Length, avec mon super accent anglais, de 5 images. Vous allez voir, il y a des raccourcis clavier dans le Resolve. Lorsqu'on va être sur la timeline, on va pouvoir appuyer sur Shift virgule ou Shift point virgule ou majuscule virgule ou majuscule point virgule pour trimer notre clip d'une image ou de 5 images ou voilà. Eh bien, lorsqu'on va utiliser ce réglage-là, on va lui dire de combien d'images justement on va trimer ou bouger notre clip. Pas seulement le trimer, on va aussi le bouger. C'est-à-dire que on a un clip dans la timeline, on le verra aussi quand on sera dans la page montage, dans la page edit. On a un clip dans la timeline, on veut le bouger d'une image vers la droite, on va pouvoir appuyer sur point virgule. On veut le bouger d'une image vers la gauche, on va appuyer sur virgule. Lorsqu'on appuie sur majuscule point virgule, eh bien, on va le bouger en tout cas moi, je vais le bouger de 5 images. Et quand je vais appuyer sur majuscule virgule, je vais le bouger de 5 images vers la gauche, vers l'avant, et point virgule de 5 images vers la droite. On peut changer ce réglage ici, c'est ça, c'est Default Fast Nudge Length, et donc en fait, on va pouvoir lui décider de combien d'images on le bouge lorsqu'on appuie sur majuscule, virgule ou point virgule. Ici, l'ombre de la tête de lecture, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vous ai dit, tout à l'heure, dans le système, on pouvait décider de cocher ou non l'ombre de la tête de lecture. Et bien voilà, l'ombre de la tête de lecture va couvrir 5 images, en tout cas chez moi ici, avant la tête de lecture, et 5 images après la tête de lecture. On peut aussi changer ce réglage. Timeline Overlay retains the last performed action. Les surimpressions, la surcouche, ce qui est écrit par-dessus l'écran de la timeline retient la dernière action qu'on a faite. C'est lorsque vous allez voir, lorsqu'on est dans la page edit, on va pouvoir glisser, on va avoir 2 visualiseurs et on va pouvoir glisser le visualiseur source vers le visualiseur de la timeline de destination, et il va nous proposer des actions qu'on va pouvoir faire, qui vont nous permettre de poser notre clip au-dessus, poser notre clip entre 2 autres clips, poser notre clip à la fin, etc. Et donc en fait, si on coche cette case-là, eh bien, lorsqu'on va prendre notre clip et qu'on va le glisser vers l'autre viewer en lui disant tu me le mets au-dessus, sur la piste vidéo du dessus, lorsqu'on va prendre un autre clip et qu'on va faire la même chose, eh bien, il va retenir que c'était ça qu'on a fait. Et donc si ensuite on appuie sur un raccourci clavier, vous allez voir, et qu'on lui dit tu vas le poser, il va le poser de la même manière, comme on avait fait la fois précédente. Toujours surligner le clip sur lequel on clique dans le media pool. C'est intéressant, moi je l'avais coché à un moment, je l'ai enlevé, c'est vachement intéressant parfois, et parfois ça devient un peu gênant. C'est-à-dire que dès qu'on va cliquer sur sélectionner un clip sur notre timeline, il va nous le surligner dans le media pool. Voilà. Donc en fait, c'est intéressant lorsqu'on veut retrouver un clip
qu'on a sur la timeline, où est-ce qu'il est dans mes chutiers, mais ça peut devenir un peu gênant lorsqu'on a besoin d'être dans un chutier précis et qu'on repasse par la timeline. Donc quand on est dans la timeline et qu'on clique sur un autre clip, il va nous changer de chutier. Donc là voilà, ce sera à vous de voir si vous le souhaitez ou si vous ne le souhaitez pas. Synchroniser la master timeline sur l'image actuelle, si je ne dis pas de bêtises, ça nous permet, lorsqu'on passe d'une page à l'autre, particulièrement de la page color à la page edit, eh bien qu'on reste sur l'image sur laquelle on était. Show offline reference for timeline gaps. Lorsqu'il y a un clip manquant dans notre timeline, montrer une référence offline pour les vides dans la timeline, là c'est lorsqu'il peut manquer un clip, eh bien au lieu de mettre un noir, un gap, eh bien il va aller nous montrer le clip de référence, il va nous dire voilà, il y a un clip offline, voilà, qui n'existe pas, qu'on a perdu. Montrer une référence offline pour les montages non conformisés, ça vous permet en fait, s'il vous manque un clip, s'il y a un clip qui est délié, un unlink, plutôt que d'avoir une grosse image rouge, vous la verrez avec un point d'exclamation, eh bien il va aller chercher une image que vous allez lui donner, vous allez lui dire lorsqu'il y a un problème, tu m'affiches cette image là. Ça peut être intéressant lorsqu'on veut montrer quelque chose à quelqu'un et qu'il nous manque des clips, plutôt que d'avoir une grosse image rouge qui vous dit il vous manque un clip, vous allez sur quelque chose d'autre. Que vous avez vous-même décidé. Utiliser des zones safe, des zones secure custom. Custom, ça veut dire que c'est nous qui les faisons. Dans la page montage, on va pouvoir lui dire voilà, je veux savoir où est mon 16/9, où est mon 4/3, etc. Donc ça fait des surcouches, des dessins, des lignes sur notre visualiseur, et on peut utiliser nous-mêmes des customs, on peut les faire soi-même, ou alors utiliser les overlays, les safe areas déjà créés par le Resolve. Aligner les montages audio sur les limites des images, et bien là en fait, je l'ai expliqué tout à l'heure, je l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir, on ne peut pas monter en dessous d'une image par principe, par définition, je veux dire, voilà, il n'y a pas deux images entre deux images, donc en fait, par contre, il peut y avoir plus d'audio. Là, quand vous cliquez sur cette option, et bien en fait, dès que vous allez couper de l'audio, il va aller se couper, s'aligner sur les limites d'un clip à l'image près en fait, et pas en dessous de l'image, quelle que soit la granularité dans laquelle on est dans la timeline. Ici, limiter l'audio, la synchronisation audio dans le media pool à la première correspondance du timecode. Et bien ici, en fait, il va, s'il trouve des plusieurs timecodes qui pourraient correspondre, Resolve va poser plusieurs couches d'audio en disant, je trouve qu'il y en a plusieurs qui correspondent et donc je les mets. Si on coche cette case, eh bien, on va le limiter au premier timecode qui va fonctionner et il ne mettra qu'une ligne d'audio. Là, on est dans des cas de figure assez particuliers lorsqu'on a du timecode, différents audios et qu'on veut synchroniser les clips avec l'audio, avec le timecode et pas avec l'onde sonore. Et puis ici, importer les tags du Finder comme mots-clés. Eh bien voilà, ça veut dire ce que ça veut dire pour les gens qui utilisent macOS. Eh bien, dans le Finder, on peut assigner des tags à ces images, à ces dossiers ou à ces fichiers. Resolve va importer ces tags comme des mots-clés et il va pouvoir taguer les images avec ce qu'on a déjà fait dans notre Finder. Les fondus par défaut, fondu fade in, donc entrée. Là en fait il est linéaire, mais on peut choisir les fondus enchaînés, le fade in, le fondu en entrée, le fondu en sortie. Ici il est linéaire, mais on peut choisir une autre forme de fondu, en S ou plus rude ou linéaire. Par défaut en fait, ce sont nos transitions, nos fondus par défaut. Donc ici pour le in, le out et puis le crossfade pour l'audio, quand on va mettre deux audios et qu'on va faire un crossfade. Alors à puissance égale, à gain égal ou rien. Le rien c'est par défaut je pense, je suis pas sûr et il faudrait que j'aille vérifier ça. Dans la page color, voilà, des réglages généraux de la page color. Une remise à zéro master, master reset retiendrait la balance RGB. Rouge, vert, bleu. Moi je le mets pas parce que moi un master reset il doit faire un master reset. Je ne souhaite pas qu'il me maintienne la balance des couleurs. Donc ça après chacun va faire comme il le sent. Cette option-là, Wipe Wraps when viewing reference stills, en fait, on va pouvoir, dans le Resolve, dans la page color, on va pouvoir comparer
deux images en coupant l'écran, le visualiseur en deux. Et lorsqu'on va prendre sa souris et qu'on va cliquer, on va pouvoir tirer plus ou moins d'une image ou de l'autre, celle qu'on veut voir. Lorsqu'on laisse cette case cochée, eh bien, lorsqu'on arrive à la limite du visualiseur, eh bien, on repart à gauche, c'est-à-dire qu'en fait on fait un tour. On peut décocher ça si on veut s'arrêter à droite de l'écran ou s'arrêter à gauche de l'écran, ou laisser cocher pour pouvoir faire un tour. C'est à la préférence de chacun. Des lignes, des Power Windows, vous allez voir, hein, c'est un cercle, un carré, un rectangle qu'on va pouvoir utiliser dans la page color. On peut leur donner une haute visibilité ou avoir simplement une palette classique. Ici, pareil, hein, les matés, c'est lorsqu'on va sélectionner une partie de l'image, on va pouvoir la passer en noir et blanc. Plus c'est blanc, plus ça apparaît à l'écran, plus c'est noir, plus ça disparaît de l'écran. Je fais très vite et je fais très rapide, et on peut lui demander d'avoir un haut contraste ou alors d'être en classique. Lorsqu'on change de scène dans la page color, hein, on est toujours bien dans la page color, lorsqu'on passe d'un clip à l'autre, il va dans la timeline de la page color, il va passer sur la piste visible. Donc ça va être souvent la piste la plus haute, ou alors au contraire la piste visible, la première piste visible, c'est-à-dire qu'on peut avoir des clips au-dessus de cette piste là, mais on va les déconnecter, en tout cas ne pas les rendre visibles. Et bien il va pas le sélectionner, il va aller directement sur la scène qui est visible. Ici, précédent ou suivant, nœud précédent ou nœud suivant, navigue seulement sur les nœuds de correction, les correcteurs. Il existe plusieurs types de nœuds, et lorsqu'on a cette option cochée, eh bien, lorsqu'on passe d'un nœud à l'autre avec les raccourcis, il ne va aller que sur les nœuds de correction. Les autres types de nœuds, il ne les sélectionnera pas, il faudra cliquer dessus pour aller les sélectionner. Préserver les numéros de nœuds quand on ajoute un nœud, soit il va incrémenter le numéro de nœud au fur et à mesure où on les crée, mais ça veut dire aussi que sans regarder, en fait, il va incrémenter le numéro de nœud lorsqu'on crée un nœud sans regarder sa place dans l'arbre de nœuds. Hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rajouter un nœud numéro 35 alors qu'on le met après le 4. Voilà. Et si on lui demande de préserver ce numéro, et bien en fait, après le 4, il y avait le 5, mais lorsqu'on va en insérer un entre les deux, il va recréer un 5. On peut appliquer des grades en sélectionnant des nœuds, une sélection plus ou moins importante. Lorsqu'on clique ici, lorsqu'on coche cette case, et bien Resolve va toujours faire un copier-coller sur les nœuds sélectionnés, sans se soucier de est-ce qu'on copie ou on colle la totalité d'un grade ou pas. Il va uniquement se soucier des nœuds sélectionnés. Ici, Legacy, Legacy c'est l'héritage, c'est les anciennes choses. Donc ici ce serait pour utiliser autocolor des anciens et des anciens shotmatch. On est sur des anciennes choses qui datent d'avant le Resolve 16. Vous le voyez ici d'ailleurs, au moment où on se parle, on est dans le Resolve 18.6. Donc voilà, ce sont pour des anciennes choses. Voilà, à vous de voir si à un moment ça peut vous servir, si vous avez un intérêt pour ça. Le background des histogrammes sur les outils, ça vous permet de décider si l'ombre de l'histogramme dans les outils de courbe par exemple va être off, va être affectée par l'entrée, l'image d'entrée ou l'image de sortie lorsque on applique une correction. Est-ce qu'il va appliquer l'histogramme de background? Je vous laisse jouer avec ça, tester ce qui vous intéresse le plus et ce qui vous sert en fait. Moi je suis sur Input. Ça me va très bien comme ça, en fait j'ai le background sur mon image d'entrée. Ça c'est très très intéressant. Ici, lorsque vous êtes dans la page color et que vous passez d'un clip à l'autre, il va automatiquement, là avec cette valeur à 0, il va automatiquement placer la tête de lecture sur la première image de ce clip. De n'importe quel clip. Si vous lui dites d'aller sur l'image 25 par exemple, il va aller donc sur les premières secondes, quand on travaille à 25 images secondes, à la fin de la première seconde de ce clip. Ça peut être très intéressant lorsque vous travaillez dans la page color et que vous avez déjà appliqué des fondus par exemple. Lorsque vous appliquez un fondu, et bien évidemment la première image de votre clip, elle est noire. Et donc lorsque vous passez d'un clip à l'autre, après il faut déplacer votre tête de lecture pour pouvoir afficher une image.
image là, en fait, si vous arrivez à la fin de la première image, la première seconde, pardon, et donc vous n'êtes plus sur une image noire. À vous de voir ce qui peut vous servir, parce que là, comme il est là, chez moi, à 0, eh bien, à chaque fois que je passe d'un clip à l'autre dans la page color, eh bien, je me retrouve à la première image du clip que je viens de sélectionner. Ici, combien de clips entourent notre clip sélectionné dans le split screen, hein, l'écran partagé. Donc là, il y en a 3 autour. Hein, donc en fait, lorsque j'utilise un écran partagé pour comparer différentes images des différents clips, eh bien, je vais en avoir 3 autour de mon clip sélectionné. Voilà. Ici, passer d'un clip à l'autre, sélectionne le dernier nœud ajusté, ou alors à chaque fois par défaut va sélectionner le premier nœud, le dernier, ou le même que celui du clip précédent. Voilà, ça sera à vous aussi de savoir ce qui vous intéresse le plus. Ici, le color picker, c'est lorsqu'on va aller choisir une couleur, DaVinci Resolve ou DaVinci 2K. Mais voilà, un peu comme tout à l'heure, on a vu des choses, c'est un peu du legacy, c'est-à-dire qu'en fait, le nouveau et le plus récent, c'est le Resolve, mais il y a des anciens coloristes qui sont plus habitués à l'ancienne méthode qui s'appelle DaVinci 2K, et donc qui peuvent vouloir revenir à cette ancienne méthode. Ici, pour la fin, ce qui concerne le Ripple Mode, on est ici dans des réglages qui vont avec le color panel, hein, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, les tables, hein, le matériel qu'on va utiliser sur les pages color. Et ici, Printer Light Step Calibration, et bien pareil, on va être sur des choses avec du matériel, hein, voilà, d'impression. Voilà, on est sur de la calibration, etc. Donc là, on est dans des choses qu'on va peut-être pas voir là, ça n'a pas vraiment d'intérêt. La page Fairlight, c'est la page dans laquelle on va s'occuper du son, hein, de la gestion du son. Un petit offset pour l'image et le son, hein, donc choisir quelques images de décalage entre l'image et le son, hein. Quand on a un petit décalage, on peut aller retravailler cet offset. Ici, dans les réglages généraux, le loop jog alignment et la profondeur de jog, on verra ça dans la page Fairlight très certainement bien plus tard. On peut permettre au Resolve d'écouter en boucle un peu de son lorsqu'on passe sa souris sur la timeline, et on peut choisir de combien, voilà, 80 millisecondes ou plus ou moins, etc. Ici, on va avoir l'auto-patching. Ça, c'est intéressant. Je pourrais le cocher. En fait, on va patcher automatiquement. Resolve va patcher automatiquement. C'est-à-dire qu'en fait, il va assigner automatiquement l'entrée de notre système, hein. On l'a vu plus tôt, hein, le système. Moi, j'ai ma carte son USB. Et on peut avoir chacun ce qu'on veut. Et il va préparer en fait la piste avec cette entrée en pré-enregistrement, pour qu'on n'ait plus qu'à cliquer sur un bouton et enregistrer. Mais moi, je patch à chaque fois mes entrées lorsque j'en ai besoin, donc je ne suis pas en automatique. Ici, le mixeur suit la piste sélectionnée. Vous allez voir dans la page Fairlight et ailleurs, il y a des mixeurs où on voit le son, comment le son bouge. Lorsqu'on sélectionne une piste, eh bien dans le mixeur, il va nous la sélectionner, et comme ça on ne se trompe jamais de piste sur laquelle on travaille. Ça peut être aussi intéressant, d'ailleurs je vais le cocher et je vais le garder coché. Et puis ici, inclure le mixeur, les événements du mixeur dans l'historique d'annulation en fait, hein, de nos actions. Eh bien ça permet d'aller, hein, quand on va dans Edit, Undo, hein, voilà, je vais dans édition, annuler, eh bien j'ai aussi les événements du mixeur là-dedans. Ici, automation, les automations sont des choses qu'on va faire sur nos pistes. On va pouvoir parfois le dessiner à la main ou parfois avec d'autres méthodes, mais on va pouvoir dire là je veux que ce soit un peu en fondu, ici je veux que ça remonte, ça revienne, ou alors que ça passe de gauche à droite avec le pan. Voilà, donc en fait ça c'est une automation, et donc ici on a deux réglages. Ici le glide time, hein, donc c'est le temps en millisecondes pour faire nos automatisations, hein, parce que vous allez voir que nos automations, elles vont avoir plein de petits points comme ça qui vont s'afficher dans la piste. Voilà, donc c'est des points à 250 millisecondes. Et puis ici, en cochant cette case, lorsqu'on copie ou qu'on applique des presets, des choses qui sont pré-calibrées, pré-réglées, eh bien on va aussi garder nos automations, ou on ne va pas les garder.
Ici, les réglages de playback, cacher l'interface utilisateur lorsque on a un ordinateur qui peut être un petit peu lent et qui va avoir du mal à faire play en fait, à faire lecture. Si on coche cette case, on va pouvoir cacher les overlays à chaque fois qu'on va faire play, qu'on va faire un playback, qu'on va essayer de regarder pour pouvoir libérer de la bande dans notre carte graphique. Ou alors, et donc dès qu'on fait pause ou stop, eh bien les overlays, les lignes des Power Windows, etc. vont réapparaître. Donc on peut les cacher. Ça, c'est lorsque on a un ordi qui, au niveau de sa carte graphique, est un petit peu juste et a du mal à nous afficher qu'on souhaite. Ici, en fait, on va minimiser les mises à jour de l'interface pendant le playback. C'est aussi de la même manière, c'est pour permettre de libérer de la mémoire et libérer de la bande sur notre carte graphique. Voilà, on va venir chercher à régler ces choses-là lorsque on a un ordinateur, une station qui a un petit peu de mal, qui lutte pour réussir à lire nos fichiers. Et puis ici, le mode de performance, voilà, automatique, manuel ou désactivé. Voilà, lorsqu'il est en automatique, il optimise le sizing, la taille, la qualité de décodage et la manière dont il procède, dont il digère les images. Ici, les réglages de playback, vous allez pouvoir venir cocher des cases ou changer des modes si jamais vous avez un ordinateur qui lutte et qui a un petit peu de mal. Mais avant de venir ici, il y a d'autres choses à voir. On peut travailler sur des proxys, on va travailler sur la taille de notre timeline, etc., etc. Les contrôles panel, c'est lorsqu'on a des surfaces de contrôle, donc en fait ça va être le micro color panel, les consoles Fairlight, etc. Donc voilà, c'est du matériel en dur qu'on peut utiliser avec le Resolve et qu'on va utiliser à partir du moment où on va commencer à être costaud, professionnel ou qu'on veut se faire plaisir, mais en tout cas voilà, on va pas le détailler ici. Et les métadonnées, eh bien les métadonnées, vous allez voir, on y reviendra là cette fois-ci dans les métadonnées parce que ce sont les options qu'on va voir apparaître dans notre inspecteur, dans l'onglet métadonnées. On reviendra sur les métadonnées lorsqu'on sera dans la page média. On l'a vu un petit peu tout à l'heure. Ici, en fait, on va faire un petit tour rapidement. Si je fais un nouveau réglage de métadonnées, je vais l'appeler Resolve 101, comme je fais avec le reste. Voilà. Et en fait, voilà, je vais pouvoir choisir les métadonnées que je vais vouloir voir apparaître dans mon inspecteur. Donc, je vais pouvoir lui dire, je veux que les métadonnées de mes caméras apparaissent. Je veux avoir le shot et la scène. Donc voilà, dans le shot et scène, je peux aller choisir à celle que je veux, soit l'angle, le numéro du clip, la description si j'en ai une, le numéro de la caméra, la date à laquelle ça a été enregistré, la couleur du clip qu'on va assigner. C'est pas la couleur qu'on voit à l'écran. C'est de quelle couleur on veut faire apparaître le clip. Si ça a été tourné de jour ou de nuit, s'il y a un nom d'épisode, si c'est une bonne prise, etc. Ou tout, ou rien. Et il y a vraiment plein de choses, des détails techniques. Voilà, on va pouvoir ouvrir, et dans les détails techniques, on va aller choisir ce qu'on veut. C'est assez important. Dans l'audio, par exemple, on va dire ici, voilà, le framerate de l'audio, le bitrate, si c'est du 12 bits, du 16 bits, du 32 bits, etc. à virgule flottante, le timecode de fin, le type de fichier audio, si on a mis des notes audio, etc., etc. Donc il y a énormément de choses qu'on va pouvoir aller choisir et qu'on va pouvoir afficher ou pas dans nos métadonnées. Donc là, vous allez voir, j'ai créé un preset de métadonnées Resolve 101 vide. Vous voyez bien, il n'y a rien dedans. Eh bien, on le retrouvera dans notre media page. Je vais le sauvegarder. Comme ça, en fait, on va aller le retrouver dans notre media page très bientôt et on va pouvoir voir ce qu'on peut afficher, ce qui va nous servir comme métadonnées, parce qu'en plus, vous avez vu tout à l'heure que on peut décider de faire des smart bins, des chutiers intelligents avec les métadonnées. Et donc, vous verrez, là, on va faire le lien et on en a fini pour ces réglages généraux du Resolve. Dans la prochaine vidéo, tout de suite après, on va s'intéresser aux réglages de projet et on va créer notre premier projet pour pouvoir travailler ensuite dans Resolve vraiment, parce que là, on est pour l'instant uniquement dans les pages de réglage et ensuite on va vraiment ouvrir notre Resolve et travailler dedans et créer un projet et commencer à monter. A tout de suite.